Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan du Sud fait peau neuve. De grandes résolutions ont été adoptées à l'issue de la conférence du dialogue national. L'avancée majeure est l'adoption à l'unanimité de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Amnesty International dénonce l'horreur des violences électorales en Côte d'Ivoire. Dans un rapport publié mardi, l'ONG appelle les autorités à enquêter et à traduire les responsables de ces agissements en justice. Et puis le moment est propice pour investir, c'est ce qu'affirme le président de la BDAC en quête de fonds pour la mise en œuvre du programme économique régional en zone CEMAC. 17,4% du montant nécessaire a déjà été mobilisé. Mais tout d'abord, c'est une main tendue inattendue. Le président Patrice Talon, en tournée dans le nord du Bénin, a déclaré ce mercredi vouloir se réconcilier avec son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Les deux hommes, autrefois alliés, sont devenus ennemis politiques et la tension a franchi un cap après les élections législatives non inclusives de 2019. Pour l'heure, l'ancien président n'a pas réagi. Ses partisans, en revanche, ont d'ores et déjà formulé plusieurs préalables à une éventuelle réconciliation, notamment le retour des exilés et la convocation d'un dialogue national. Un vent de renouveau souffle sur le Soudan du Sud. La Constitution de 2011 a été modifiée lors de la conférence de dialogue national qui s'est clôturée le 15 novembre 2020 à Djouba. L'avancée majeure est l'adoption à l'unanimité de la limitation du nombre de mandats présidentiels, désormais fixé à 2. On fait le point tout de suite avec Midreld Yamou. Au Soudan du Sud s'est tenu du 3 au 15 novembre 2020 un dialogue national pour apporter des réformes politiques dans le pays. La conférence, qui a réuni environ 600 délégués à Djouba, tentait de trouver un consensus pour, entre autres, mettre fin à la violence politique et communautaire dans le pays, adopter une stratégie de développement national inclusive et développer un cadre à long terme pour garantir la stabilité et la paix. Si le Soudan du Sud parvient à procéder à la limitation des mandats des présidents et des gouverneurs, à transférer le pouvoir entre l'État central et les différentes régions, cela va constituer véritablement une avancée réelle dans la démocratisation de ce jeune État. Donc si le Soudan du Sud parvient à faire un véritable héritage de sa constitution à travers cet accord politique global inclusif, nous sommes dans une logique alors de prévention des crises pré- et post-électorales qui sont des fondamentaux pour une jeune nation décente. L'une des avancées majeures de cette conférence était l'adoption du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 d'une durée de 5 ans à partir des prochaines élections générales dans le pays. Il a également été discuté la création de 32 États et le transfert de la capitale à Ramciel, ville située à 200 km au nord de l'actuelle capitale du pays, Djouba. Alors, le Soudan du Sud doit tirer évidemment des leçons de l'échec de sa cohabitation avec son grand voisin soudanais. La Fédération du Soudan a échoué à raison d'une absence véritable de politique de décentralisation, de transfert de pouvoir de Khartoum et les différentes régions, que ce soit le Khorasan du Sud, la région du Darfour et les autres provinces. Si le Soudan du Sud alors met en place une véritable politique de décentralisation avec une redistribution des richesses en renforçant la lutte contre les inégalités sociales à travers un État fort, un État de droit, le Soudan du Sud alors pourra être un cas d'exemple en matière de démocratie sur le continent africain. Parmi les nombreuses résolutions adoptées au cours du dialogue figure également le renforcement du secteur agricole et la répartition équitable des ressources financières du pays. Précisons que le Soudan du Sud est censé organiser des élections en mars 2022, mais des retards dans la mise en œuvre des dispositions sécuritaires et le processus de révision constitutionnelle pourraient pousser les élections jusqu'en 2023, selon les experts. Des dizaines d'homicides ont été commis en toute impunité et des arrestations arbitraires sont survenues en Côte d'Ivoire en marge de la présidentielle du 31 octobre. C'est ce que affirme l'ONG Amnesty International qui demande que les responsabilités soient rapidement situées. Plus de détails avec Philomène Tine.
L'organisation non gouvernementale Amnesty International se dit inquiète de la répression croissante visant les leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire, ainsi que la persistance de l'impunité qui alimente les violences électorales dans le pays. Elle exige qu'une enquête soit menée sur l'homicide de dizaines de personnes lors de ces violences et appelle à la libération sans condition des opposants politiques. Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'enquêter sur ces violences sanglantes et de traduire les responsables présumés de ces agissements en justice. L'impunité qui règne de longue date en Côte d'Ivoire offre un terreau fertile à ceux qui se livrent à des homicides et bafouent les droits humains sans craindre d'être amenés à rendre des comptes. Quant au gouvernement ivoirien, il indique que les enquêtes sont en cours, mais il remet en cause le rapport d'Amnesty International. Selon lui, la violence a été planifiée et exécutée par l'opposition qui ne voulait pas aller à l'élection du 31 octobre dernier. Nous sommes très fortement préoccupés par la situation post-électorale en Côte d'Ivoire. Et vraiment, notre recommandation fondamentale aujourd'hui pour créer les conditions du dialogue politique en Côte d'Ivoire, c'est la libération immédiate de l'ensemble des personnes détenues arbitrairement, mais également aussi faire en sorte que les gens qui ont été contraints à l'exil reviennent. Ce n'est pas normal par rapport même à des dispositions que nous avons par rapport à l'UEMOA, par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À noter que 21 personnes ont été arrêtées au domicile du leader de l'opposition, Henri Konabedje, en plus de Pascal Affinguesson, porte-parole de l'opposition ivoirienne et président du Front populaire ivoirien. En bref, les employés de l'Union africaine font-ils l'objet de menaces? Eh bien, certains d'entre eux, membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ont engagé un bras de fer avec leurs dirigeants, accusés entre autres de népotisme, de favoritisme, de corruption ou de menaces. Des accusations graves contenues dans un rapport de 26 pages. Une enquête interne a été ouverte. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est le chef d'accusation retenu contre 5 opposants politiques en Guinée. Ils ont été écroués à Conakry et transférés à la prison civile. L'opposition dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal Diallo et Selou Baldé, tous de l'UFDG, principale formation de l'opposition guinéenne, ainsi que Étienne Soropogui du mouvement des valeurs communes qui a apporté son soutien au parti lors de la présidentielle du 18 octobre, ont été transférés à la prison civile de Conakry. Ils sont accusés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Au cours de leur interrogatoire, tant devant l'enquêteur que devant le doyen des juges, nos clients ont systématiquement rejeté les charges articulées contre eux. Tout porte à croire aujourd'hui qu'ils sont poursuivis pour leur opinion politique. Sinon, ces panoplies d'infractions n'ont jamais été commises par nos clients. Les 4 figures de l'opposition ont rejoint Ibrahima Cherif Ba, l'un des vice-présidents de l'UFDG et ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, récemment inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les mêmes motifs. Le parquet avait simplement déclaré la semaine dernière que ces hauts responsables de l'opposition étaient activement recherchés pour avoir proféré des menaces de nature à troubler l'ordre public. Nous avons relevé beaucoup d'incohérences, beaucoup de nullités que nous exposerons devant le magistrat instructeur. C'est une procédure nulle et de nul effet parce que non seulement la forme n'a pas été respectée, les droits de la défense également ont été violés de bout en bout. Nous rejetons tout ce qui est articulé contre eux et nous exigeons, le collectif des avocats, leur remise immédiate en liberté. Lors d'une récente déclaration, Alpha Condé avait affirmé qu'aucune chasse aux sorcières n'était en cours dans son pays. Alors que l'opposition dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale en quête de fonds pour le financement des 11 projets intégrateurs. Une table ronde a été organisée à cet effet les 16 et 17 novembre à Paris. 709 millions d'euros
ont été mobilisés, soit 17% du coût total estimé à 4 074 millions d'euros. Samantha Saboubanga. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'intégration dans la zone CEMAC, les 6 pays de la sous-région ont réussi à mobiliser plus de 465 milliards de francs CFA. À travers la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, ont organisé une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des 11 projets d'intégration prioritaires du dit programme, à Paris en France les 16 et 17 novembre 2020. Selon la Banque de développement de la CEMAC, l'enveloppe nécessaire au financement des projets intégrateurs est estimée à 4 074,64 millions d'euros, près de 2 670,28 milliards de francs CFA. Pour réaliser les infrastructures, notamment dans le cadre du plan directeur des transports en Afrique centrale, seront à elles seules suffisantes pour désenclaver entièrement la région. Parce que si l'on s'en tient aux dernières informations, sur les 2205 milliards qui sont nécessaires, la Banque africaine de développement, qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers de la sous-région, a annoncé qu'il y a à peu près 465 milliards qui sont disponibles. Sur ce montant, 709,92 millions d'euros, environ 465,24 milliards de francs CFA, soit 17,4% du coût total, ont été mobilisés. La communauté sollicite auprès des partenaires techniques et financiers un montant de 3 364,72 millions d'euros, environ 2 205,4 milliards de francs CFA pour couvrir le cap de financement. À côté de cela, je dois souligner que l'intégration régionale en Afrique centrale ne peut pas se limiter simplement à la question des infrastructures. Les infrastructures sont absolument importantes. C'est un espace qui est vaste avec de grands pays. C'est des pays qui, pour certains, n'ont pas de littoral. Je pense ici à la Centrafrique, au Tchad. Pour d'autres, ont déjà un certain niveau de développement avec une industrie naissante. Mais c'est des pays qui, globalement, sont très dépendants. Il y a pour certains, en particulier, le pétrole important dans leur développement économique. Il faut donc, de mon point de vue, non seulement mener la bataille des infrastructures en commençant par l'énergie pour espérer avoir une industrialisation, mais il faut aussi mener la bataille, me semble-t-il, de la gouvernance. Le programme économique régional permettra la facilitation du transport et des échanges dans la zone CEMAC. Il s'agit entre autres de la production et l'interconnexion des réseaux électriques de communication, le marché commun et la diversification économique et le capital humain. C'est lors du rendez-vous majeur consacré aux infrastructures organisé par Europlace qu'une délégation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a sollicité l'aide des investisseurs pour les projets d'infrastructures dans l'espace CEMAC. Je veux savoir, sans pleurnicher sur mon sort scellé. Ces quelques vers sont extraits du recueil de poèmes Elle de l'auteur togolaise Kouchou Kalo Tiassim, un recueil dédié aux femmes éprises d'honneur et d'équité et qui a récemment été primé au Grand Prix de littérature de Lomé. Voyez ce reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. Grand Prix de littérature togolaise, catégorie poésie, le recueil de poèmes Elle est du professeur titulaire Kouchou Kalo Tiassim. Enseignant-chercheur à l'université de Lomé, l'auteur lance surtout un appel à l'éveil de conscience de la femme. Quand vous regardez la page de couverture même, où l'image est très significative, parce que d'une manière générale, on considère, ou j'ai remarqué, que la femme est réduite à ses paires de fesses. C'est une façon de banaliser la femme. On ne peut pas réduire la femme à ses paires de fesses parce que la femme aussi est un être qui réfléchit au même titre que l'homme. Paru en février 2019 aux éditions Continent, Elle aborde en première partie la femme méprisée par l'homme. La deuxième partie parle de cette femme qui se méprise elle-même parce que il y a jusqu'à aujourd'hui, en ce 21e siècle, des femmes qui trouvent que leur raison d'être, c'est le mariage et qu'elles ne peuvent trouver leur bonheur que dans le mariage.
Et dans ce contexte-là, elles se méprisent elles-mêmes en exposant leur rondeur avant et arrière, leur corps d'une manière générale. Donc la troisième partie évoque de ces auteurs qui survivent à travers leurs ouvrages. La Togolaise Kuchukalo Chassim s'inspire des plus marginalisés de la société. Elle est auteure de plusieurs ouvrages, dont Fiction africaine et Écriture de démesure, publié en 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.